Bienvenue sur CivilNet. Mon invitée est Cécile Vessier. Elle est chercheuse française spécialiste de la Russie. Elle est également professeure des universités en études russes et soviétiques à l'université Rennes 2. Avec elle, nous allons parler de la position géopolitique de la Russie sur l'échiquier mondial, mais aussi dans le Caucase. Cécile Vessier, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invitée. Donc la première question, quelle est l'influence, selon vous, que la Russie exerce au niveau mondial? C'est-à-dire, quels sont les outils d'influence que la Russie utilise sur l'échiquier mondial pour instaurer une autorité ou peut-être pour montrer le pouvoir qu'elle peut exercer? Alors là, on a affaire en fait à deux types d'influence, c'est-à-dire qu'il y a d'une part l'influence réelle que pourrait avoir la Russie par exemple son économie, et là elle est proche de zéro, puisque la Russie économiquement n'a plus de poids sur l'échiquier mondial. La Russie a été une grande puissance, économiquement malheureusement ce n'est plus le cas, donc elle a simplement l'influence à ce niveau-là que lui procure son pétrole et son gaz, mais c'est tout. On parle beaucoup de l'armement russe. En fait, l'armée russe n'est pas non plus une armée qui puisse terroriser le monde entier. Elle peut éventuellement terroriser ses voisins, mais c'est autre chose. En revanche, il y a un autre type d'influence auquel la Russie a beaucoup recours ces derniers temps, qui est ce qu'on pourrait appeler, même si le mot n'est plus complètement adapté, une sorte de soft power, qui consiste à utiliser des outils très divers. Alors par exemple, les communautés d'émigrés, y compris les descendants des émigrés d'après la Révolution, les églises, la culture, différents biais, les milieux des affaires, pour essayer d'obtenir des résultats. Et par ce biais, on se rend compte que finalement, et je dirais le dernier sommet qu'il y a eu à Paris entre le président Poutine, le président Zelensky, Mme Merkel et M. Macron en était un exemple. C'est-à-dire que la Russie reste un acteur, mais ce qui n'est pas justifié par son poids économique. Donc concrètement, quand vous parlez de soft power, qu'est-ce que ça signifie? Vous utilisez donc les notions de culture, les églises, oui. Sa migration qui est là depuis des décennies. Ou depuis quelques années, ça dépend des cas. D'accord. Et dans ce cas-là, comment elle utilise justement sa puissance exactement? C'est-à-dire que concrètement... Alors, moi, je ne parlerai pas de puissance, déjà. La Russie, c'est une puissance faible. C'est ça la difficulté, je dirais, pour l'appréhender. Bon, actuellement, elle a, par exemple, un problème majeur, ce sont les sanctions économiques. C'est-à-dire que la Russie s'est emparée illégalement d'un territoire ukrainien, en violation de toutes les normes du droit international, en violation de toutes les normes établies entre les États. La Russie est présente dans le Donbass ukrainien, c'est-à-dire que la Russie est à l'origine d'une guerre qui se déroule et qui tue des gens en Ukraine chaque jour. Or, suite à cela, il y a eu déclenchement et avalanche de sanctions à l'encontre de la Russie pour signaler, nous n'avons pas le droit de faire ça, nous n'avons pas le droit d'aller chez quelqu'un d'autre et de prendre son territoire. Et actuellement, la Russie essaie de faire annuler ces sanctions par différents biais. Alors, un biais très efficace, si je vois ce qui se passe en France, c'est le biais des hommes d'affaires, c'est-à-dire les hommes d'affaires qui sont dans leur rôle, qui disent « mais nous voulons continuer à faire des affaires avec la Russie ». La Russie est un marché, la Russie, comme des tas de choses ne sont pas développées, il n'y a pas suffisamment d'usines dans tous les domaines, la Russie est pour nous un champ de possibilités ouvert, donc nous voulons pouvoir aller travailler là-bas. Alors en théorie, ils peuvent, en revanche, les sanctions portent sur tout ce qui est banque, donc investissement, donc argent, et tout ce qui est pétrole. Donc eux s'avèrent en fait une sorte de force mise au service de la Russie. Donc la Russie a créé, par exemple, en France comme en Allemagne, comme dans différents pays, des structures. Alors en France, ça s'appelle le dialogue franco-russe, où ils font dialoguer, soi-disant, des hommes d'affaires russes et des hommes d'affaires français, et qui s'avère une force de pression. Alors en soi, je dirais c'est très bien.
on se rend compte, ça devient un petit peu plus, ça sort un petit peu plus de son rang quand de tels dialogues de telles associations prennent des positions directement politiques et influent sur le politique. On a, quand je disais, le jeu sur les migrations, qui est aussi quelque chose de très très intéressant. On a eu par exemple la création en France, comme partout dans le monde, de conseils des compatriotes, donc avec ce terme de compatriote qui était apparu en Union soviétique, avant même la chute de l'Union soviétique, au courant 91, et qui a été remis à l'ordre du jour par M. Poutine, qui disait il faut se servir des compatriotes, entre guillemets, pour influer sur les pays dans lesquels ces gens sont installés, parfois depuis 3 ou 4 générations. Et c'est comme ça qu'on a vu, au moment justement du déclenchement de cette guerre menée contre l'Ukraine, on a eu une lettre qui était assez intéressante de très très grands noms de l'histoire russe, mais des noms du passé, des noms d'avant la Révolution, des familles princières. Alors d'un côté c'est très impressionnant et de l'autre c'est quelque chose qui remonte à plus de 100 ans, et des gens qui disaient mais les Russes sont persécutés en Ukraine, ce qui est faux, on interdit de parler le russe, ce qui est faux, il ne faut pas accuser Poutine. Donc c'est aussi une force qui fait pression et surtout qui est capable d'influer sur l'opinion publique française, puisque en France, beaucoup de gens ne sont jamais allés en Russie, ne sont jamais allés en Ukraine, voient mal la situation. Donc quand ils entendent quelqu'un portant un grand nom historique leur dire les Russes sont martyrisés et on leur interdit de parler russe, ils ont tendance à le croire. Donc on a le développement d'une série d'actions de cet ordre. Il y a aussi un autre fait, c'est-à-dire que les relations suite aux embargos de l'Union européenne ou des pays de l'Ouest sur la Russie a jeté son dévolu, en tout cas a tourné son regard vers la Chine. Oui. Et ce sont des partenaires plutôt, l'un envers l'autre, sont plutôt fiables, sont plutôt bien installés entre eux, la situation est claire, leur entente est plutôt bonne. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui aussi fait un peu peur à l'Europe à ce niveau-là, ou aux pays de l'Ouest, ou aux États-Unis? Parce qu'en plus de ça, il y a cette notion de nouvelle route de la soie qui va passer forcément par la Russie et donc par les pays eurasiatiques aussi, dans lesquels entre aussi l'Arménie. Donc stratégiquement, c'est aussi peut-être une bonne idée pour lui pour installer son autorité, son influence. En fait, la Russie a tout à fait raison de faire du commerce avec la Chine. Je veux dire, incontestablement, elle aurait tout à fait tort de s'en priver. La Chine et l'un de ses voisins, quand on est dans l'extrême-orient russe, on est effectivement beaucoup plus proche de la Chine que de Paris. Donc c'est tout à fait logique et tout à fait rationnel. En revanche, je ne pense pas que ces échanges soient très équilibrés. Et je pense que ces échanges et ces accords, et beaucoup de Russes le disent et mettent en garde, sont bien plus favorables à la Chine qu'ils ne le sont à la Russie, malheureusement. La Chine n'est en rien une démocratie, mais la Chine est une puissance économique. C'est une puissance économique incontestable, et on l'a vu, je dirais, on l'a vu à 2 reprises. Par exemple, la Russie avait signé un accord de livraison de pétrole à la Chine, et on a fait beaucoup de bruit autour de cet accord, on a fait énormément d'articles en disant regardez, c'est quelque chose d'absolument énorme, on vous sort des chiffres, des millions de dollars, etc. Et en fait, des spécialistes russes du pétrole, quand même un domaine très très technique où on ne s'improvise pas spécialiste, ont examiné ce contrat et ont dit mais en fait c'est complètement défavorable économiquement à la Russie. Elle aurait intérêt à continuer à vendre à l'Occident. C'est-à-dire que, comme souvent en Russie, le choix du politique prime sur le choix de l'économique. Là, il y a également un gazoduc qui a ouvert entre la Chine et la Russie, pas plus exactement la Russie et la Chine, et là aussi, les conditions, en fait, ne sont pas très intéressantes pour la Russie. Même si les chiffres paraissent énormes, c'est la Chine qui en bénéficie. La Chine est également très présente en Sibérie, alors on pourrait dire là aussi, pourquoi pas, si les Russes ne travaillent pas les terres, n'exploitent pas les terres, autant les louer à des Chinois, avoir des Chinois qui travaillent, ça fait de la richesse. Et on voit effectivement, d'après des reportages russes qui se multiplient, des Chinois qui, par exemple, créent des serres pour faire des fleurs en Sibérie. On se dit c'est très très bien.
Mais dans la pratique, ça ne se passe pas très bien, notamment parce que, alors qu'en théorie, je veux dire, c'est tout à fait logique et justifié, notamment parce que la population russe porte un regard quand même assez sceptique et assez méfiant à l'encontre des Chinois. Et au lieu de voir les Chinois installés en Sibérie comme finalement une force de main-d'œuvre capable de dynamiser l'économie, ce que c'est aussi, à mon avis, ils les voient plutôt comme une sorte de menace susceptible de s'emparer du pays. Bon, il y a quand même eu des tendances séparatistes très fortes en Sibérie, donc c'est pas si harmonieux que cela. Et de la même façon, vous y faisiez référence, l'Union eurasiatique dont fait partie l'Arménie, ne se fait pas aussi harmonieusement, je dirais, qu'on pourrait le penser si on voulait avoir une approche tout à fait objective, notamment parce que des critères politiques prennent beaucoup le pas sur des critères économiques. Pour en revenir à l'Arménie, justement, contrairement à son voisin, la Géorgie, et à l'Ukraine, qui ont effectivement de très mauvais rapports avec la Russie, l'Arménie est un allié stratégique pour la Russie. Mais l'Arménie a aussi de bonnes relations avec l'Europe. Oui, bien sûr. Et avec les États-Unis. Tout à fait. En quelque sorte, le pays arrive à jongler entre ces trois acteurs. Mais vous, concrètement, en tant qu'expert, quelle est votre opinion sur la situation de l'Arménie et de la Russie et de leurs relations? Je crois que l'Arménie n'a pas énormément de choix actuellement. Donc elle essaie d'avoir, comme vous le dites, une position très mesurée avec soit les voisins avec lesquels elle peut traiter, c'est-à-dire concrètement la Russie, soit avec des pays dont elle est proche aussi par la culture et par l'histoire. C'est-à-dire que, incontestablement, l'Arménie est un pays qui est lié à l'Europe et à l'Union européenne, je dirais par sa culture, par son histoire, par aussi ses migrations, c'est-à-dire par les milliers de personnes d'origine arménienne qui vivent actuellement partout dans le monde. La situation qui est... Alors, d'un côté, on peut dire que bien sûr que cette politique est un avantage pour l'Arménie puisque elle n'est pas en conflit avec la Russie comme la Géorgie peut l'être. Et on a vu, je dirais, aussi bien les territoires, les 20% de territoires géorgiens qui sont occupés par la Russie, c'est un blocage pour ce pays. On voit les conflits qu'il y a régulièrement, ce médecin géorgien qui a été enlevé, qui est détenu maintenant dans un territoire contrôlé par les Russes. On a vu les chantages aussi sur le tourisme. On voit de temps en temps les boycotts de produits géorgiens, de vins géorgiens. Bon, c'est très désagréable. L'Arménie n'a pas ces problèmes. Mais c'est vrai aussi que la Géorgie, et on va voir comment ça se développe, a plus de possibilités parce qu'elle a des bonnes relations avec la Turquie, par exemple. Et l'Ukraine l'Azerbaïdjan aussi. Voilà. Les deux choses ont un petit peu de pair. L'Ukraine a également de très bonnes relations avec la Turquie. La Turquie investit beaucoup en Ukraine. Quand vous allez par exemple à Odessa, vous voyez toute une partie de la ville a été redessinée avec des budgets, avec des entreprises turques. Donc, de par son histoire là aussi, l'Arménie n'a pas ce choix de traiter avec la Turquie, qui serait quand même pourtant un partenaire intéressant, et on comprend très bien ces raisons historiques et ce problème historique, ni bien sûr avec l'Azerbaïdjan. Donc du coup, ses possibilités sont très limitées et elle essaie de mener une politique d'équilibre, ce qui lui réussit pas mal pour l'instant. À l'heure actuelle, quand on suit les médias européens, en tout cas, il y a toujours une espèce de diabolisation de Vladimir Poutine, du président russe. De diabolisation, en tout cas, on a l'impression que parfois on donne une place très importante à Vladimir Poutine. Ici, vous minimisez un peu plus en disant que finalement la Russie n'est pas une aussi grande empire comme on peut l'imaginer parfois, et qu'elle n'est pas aussi puissante qu'on puisse l'imaginer parfois aussi. Est-ce que vous pensez qu'en soi, la Russie est faite d'institutions et de différentes personnes qui mènent la Russie sur l'échiquier mondial, comme on l'a dit, ou bien c'est toujours Vladimir Poutine, le président, qui mène la barque jusqu'au bout, seul, et de temps en temps, quand il a besoin, il a l'aide de ses autres apparatchiks?
Non, je crois. Alors, si vous voulez, c'est vrai que même pour les experts que nous sommes, il y a quelque chose qui est très opaque dans le pouvoir russe. Qui dirige vraiment? Je crois non seulement que Vladimir Poutine a un réel pouvoir en Russie, d'après tout ce qui peut m'être dit par des sources très informelles, c'est vraiment lui qui décide, même s'il tient une partie de son pouvoir par le fait qu'il arrive à jongler entre des clans différents, puisque même dans le pouvoir russe, on voit des clans différents. Il y a le clan des libéraux, je dirais beaucoup plus tourné vers l'Occident. Il y a le clan des Siloviki, eux, beaucoup plus originaires du KGB, qui ont, je dirais, une vision du monde qui est axée sur la force. Moi, je dirais quand même, vous savez, à mon grand désespoir, parce que j'aime beaucoup la Russie, j'aime beaucoup ce pays, j'aime beaucoup les gens qui y vivent, j'aime beaucoup sa culture, je trouve que M. Poutine a un impact extrêmement négatif pour son pays, avant tout. Pour les voisins, c'est une chose, mais pour son pays, c'est un impact négatif. Bon, moi, vous savez, j'ai toujours tendance à dire, ok, il y a les grands mots, mais à un moment, il faut quand même regarder l'économie. Or, que voit-on actuellement? On voit une population en Russie qui vit mal économiquement. C'est-à-dire que vous avez un pays où vous avez du gaz, où vous avez du pétrole, où vous avez des diamants, où vous avez des forêts qui n'en finissent plus, c'est-à-dire des ressources potentielles énormes. Et vous avez un pays où les retraites sont ridicules, où les soins médicaux sont de très mauvaise qualité, où en plus actuellement les prix augmentent, les gens vivent mal en Russie. Le niveau de vie de la Russie est insolemment bas par rapport à ce qu'il devrait être. Or, alors, on peut dire que c'est la conséquence, bien évidemment, je dirais, des années soviétiques qui n'ont pas permis un développement, mais il y a aussi des opportunités qui étaient là, notamment pendant les 10 premières années de la présidence de M. Poutine, qui n'ont pas été saisies. Et du coup, il a cet impact où la Russie ne se développe pas. Et vous savez, ce n'est même pas moi qui le dis. Récemment, j'ai fait un article où je reprenais les déclarations d'Alexei Koudrine. Alexei Koudrine, qui a été le ministre des Finances de Vladimir Poutine, qui est actuellement président de la Cour des comptes en Russie, et qui disait « Nous avons 40 ans de retard sur l'Occident pour la productivité au travail. » Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de machine, parce que les gens ne sont pas formés. Donc, si vous voulez, ça, ce sont des choses qui auraient pu être améliorées grandement au cours des 20 dernières années et qui ne l'ont pas été. Donc oui, je pense que l'action de Vladimir Poutine s'est épuisée. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui n'a pas fait ce qu'il aurait dû faire sur le plan économique et qui a fait son temps. Et si vous voulez, c'est quand même quelqu'un qui a réussi l'exploit de se brouiller avec ses voisins. L'exploit, personne n'aurait cru ça possible, de brouiller la Russie avec l'Ukraine, ce qui est une catastrophe aussi identitaire, ça n'aurait jamais dû arriver. Et de brouiller la Russie, je dirais, avec l'Europe, et là aussi c'est une catastrophe, parce que en théorie, alors il a des grands mots pour parler de l'union d'une union de Lisbonne à Vladivostok, mais on aimerait tous une union de Lisbonne à Vladivostok, avec la paix, avec la prospérité pour tout le monde, et avec des niveaux de vie qui s'élèvent parce qu'on fera du commerce. Or, actuellement, il y a toutes ces tensions dans le monde, toutes ces tensions autour de la Russie, et oui, je trouve que ce n'est pas un succès réel, et qu'en Russie, Dieu merci, il y a d'autres voix, d'autres personnalités, il y a une jeunesse qui émerge et qu'on voit émerger, qui a envie d'autre chose, qui a envie de vivre dans un monde ouvert, prospère, où elle aura des bonnes possibilités d'existence, et pas dans une citadelle assiégée avec des oligarques qui ont capté toute la richesse du pays. Merci beaucoup, Cécile Vessier. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis, d'être resté avec nous et puis continuez à suivre Civilnet.